la Fresh Morning. Artiste de spoken word, poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre, passionné par le game du partage et par la chaleur verbale d'une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, donc tu nous disais que ce matin on devait recevoir celui qu'on appelle communément le ministre de la fonction publique. Oui, nous disions tout à l'heure que nous devions recevoir monsieur Jean-Marie Ogandaga, qui est ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État. Donc, évidemment, tout le monde est au courant de ce qui se passe actuellement dans son département ministériel, en rapport avec le projet d'ordonnance portant modification, suppression et complétant certaines dispositions de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Évidemment, il s'agit de revenir sur les 7 points qui avaient été présentés en Conseil des ministres le 23 février dernier. Et l'ambition pour nous est de faire en sorte que la majorité des Gabonais qui nous écoutent et surtout les fonctionnaires puissent avoir une idée assez claire et concise de ce qui se passe ou qui va se passer exactement en rapport avec cette réforme. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait normal lorsque nous devons éclairer l'opinion du public. Monsieur le ministre, je sais que vous avez appris à l'UOB. Ça, c'est très vrai. Donc, vous connaissez bien les Gabonais et le Gabon. Mais pour y être né et pour y avoir grandi et avoir fait toutes mes études, je ne peux que être un témoin de cette histoire. Vous-même, vous rentrez dans la fonction publique en quelle année et à quel âge? En 1995, après mes études à l'Institut de l'économie et des finances, et j'avais exactement 32 ans. Vous avez observé à ce moment la fonction publique gabonaise ou vous faisiez simplement votre travail? Je n'ai jamais eu un temps d'observation. Je fais partie de ceux-là qui sortis de l'école, tout de suite on est rentré dans le feu de l'action. Le feu de l'action parce que lorsque nous sortions de l'Institut d'économie et des finances, nous étions tous des chargés d'études au cabinet du ministre des Finances de l'époque. Et après un certain tour de service, vous étiez affecté dans les services opérationnels. Et moi, je suis tombé directement à la solde, direction de la solde, que je demande à ceux qui étaient là en ce moment-là, 1995, qu'on vous dise ce que c'était. Donc voilà où je suis tombé et où j'ai presque fait toute ma carrière avant de quitter cette direction générale du budget, parce que la solde faisait partie de la direction du budget et en fait toujours partie d'ailleurs. Et le cabinet du ministre, c'est une autre entité où j'ai poursuivi ma carrière avant de devenir ministre de la République. Les rappeurs aujourd'hui disent que le rap était bien avant. Est-ce que l'administration était mieux avant qu'aujourd'hui? L'administration était bien avant. Vous savez, il faut toujours relativiser les choses. L'administration était bien avant parce que lorsque nous sortions de l'école, nous étions encadrés par des anciens. Et cet encadrement faisait en sorte que, à part les connaissances livresques que nous avions, à part quelques bribes de connaissances d'administration, vous étiez pris en charge par une équipe de professionnels qui vous encadraient, qui vous montraient ce que c'était l'administration. Et cette administration, comme vous pouvez vous en douter, c'est le vécu, c'est le quotidien, alors que les connaissances que nous amenions de l'université et des grandes écoles, c'était généralement des connaissances livresques et on n'était jamais confronté à la réalité des choses. Mais cette expérience était une bonne expérience parce que ça vous permettait, au bout d'une année, d'être, après que vous ayez été intégré dans la fonction publique, d'attendre d'être titularisé moyennant une évaluation. Nous étions notés. Vous n'étiez pas moyennant un dossier de table. Mais ça, on ne savait même pas à l'époque que ça existait. De toute façon, je voudrais que vous fassiez
un rétropédalage aux années 90, je ne suis pas sûr que un étudiant se serait risqué à de telles pratiques. C'est des pratiques que nous ne connaissions pas. Mais il n'y avait pas de PIP, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi c'était bien alors qu'il n'y avait pas ça? Bon, écoutez, déjà, quand vous dites qu'il n'y avait pas de PIP, il y avait d'autres choses. Oui. Il y avait d'autres choses. Il y avait, dans certains départements ministériels, les primes ont toujours existé. Donc, mais heureusement, à l'époque, ces choses étaient normées. Parce que ce qui intéressait les jeunes fonctionnaires, ce n'était pas trop l'argent. Les fonctionnaires étaient d'abord préoccupés par leur emploi, étaient préoccupés par le poste de travail qu'ils devaient occuper, et cela faisait en sorte que vous étiez assujetti à l'évaluation de vos anciens. Et cet ancien pouvait être quelqu'un de moins gradé que vous. Mais le tout, c'est que ce soit quelqu'un du métier, quelqu'un qui connaît son emploi. Est-ce que cette évaluation était honnête? Vous savez, même la question que moi je peux vous poser, est-ce que l'évaluation de vos profs à l'université est honnête? Est-ce que l'évaluation de vos professeurs au lycée est honnête? Est-ce que l'évaluation de nos maîtres à l'école primaire était honnête? Tout est une question d'homme. Vous savez, c'est toujours assez délicat de juger après coup. Il faut d'abord qu'on se replonge. Lorsque nous étions à l'école, qu'étions-nous? Nous étions des apprenants. On venait pour acquérir une connaissance et c'était les autres qui disaient cet élève est bon, cet étudiant est bon. Donc, à partir de ce moment, lorsque nous rentrions dans la vie active, nous trouvions des conditions d'évaluation. Et ça, on n'y avait aucune prise. On vous disait, voilà ce qu'il fallait faire, voilà le parcours qui vous a attendu pour avoir une évaluation. Et croyez-moi, la plupart d'entre nous avons été évalués par des personnes qui ne nous connaissaient pas. Mais la plupart d'entre nous, croyez-moi, ont eu des moyennes au-dessus de 15 sur 20. Et ce qui nous a permis d'être titularisés et nommés dans un emploi permanent. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à parler évidemment des 7 points dont j'ai fait état en ce qui concerne le projet d'ordonnance. Et dans les 7 points, cette question de l'évaluation revient notamment en ce qui concerne l'exclusivité de l'avancement au mérite comme mode de progression dans la carrière. Monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez commencer d'abord par présenter de façon générale les tenants et les aboutissants on va dire les tenants de la réforme, du moins ce que vous êtes en train de piloter? C'est la même question que je voulais poser. Pourquoi avez-vous initié une réforme? Nous ne l'avons pas initiée. Et j'ai l'impression que nous avons mauvaise mémoire. Cette réforme est une réforme initiée depuis les années 90. Et, ah oui, cher ami. Et cette réforme a abouti à la mise en place en 2005. En 2005, je vous dis bien, la loi en 2005. La loi 14-2005 sur le code de déontologie. Donc, si vous regardez les lois, vous comprendrez bien que ce n'est pas une réforme d'aujourd'hui. Nous ne faisons que continuer ce qui a été commencé par nos devanciers. Et tant bien bon an mal an, cette réforme qui a abouti en 2005 a donné la loi en 2005, a donné le code de déontologie, et comme je vous le disais, et a donné également le dispositif qui s'en est suivi, c'est-à-dire les statuts particuliers de certains corps. Et donc c'est pourquoi nous sommes surpris que les gens parlent d'une nouvelle réforme. Elle n'est pas nouvelle du tout. Mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi les gens ont l'impression que c'est nouveau tout simplement parce que en l'initiant une nouvelle fois au niveau, du moins en l'introduisant une nouvelle fois en Conseil des ministres, et que les gens essayent de voir les 7 points qui sont proposés, on a comme l'impression que c'est du nouveau. Non, écoutez, si vous vous souvenez, en 2015, nous avons, plus particulièrement en juillet 2015, nous avons mis en place un nouveau système de rémunération de l'agent public. Or, pour mettre en place un nouveau système de rémunération de l'agent public, il avait fallu que l'on change le dispositif de la loi 1 2005, qui disposait que l'agent de l'État devait être payé sur la base d'une seule grille de rémunération, une seule. Et cette grille de rémunération est contenue dans la loi. Malheureusement, la réforme de 2015, c'est-à-dire le nouveau système de rémunération, nous a mené à une pluralité de grilles. Il fallait créer d'autres grilles. Par exemple, vous savez, au niveau de l'enseignement supérieur, pendant longtemps, ils ont perçu ce qu'on appelle la PIR, la prime d'incitation à la recherche, qui était un émolument payé à la main, c'est-à-dire payé quand l'État avait des moyens. Nous avons transformé ces dispositifs en grille de rémunération. Or, en transformant ces dispositifs en grille de rémunération,
nous ne pouvions pas la faire payer dès l'instant où nous étions butés par la loi qui nous interdisait d'avoir plus d'une grille de rémunération de la fonction publique. D'où l'initiation, nous avons pris l'initiative de mettre en place et de changer la loi, de changer la loi en 2005 en prenant une ordonnance qui porte numéro 13. Malheureusement, cette ordonnance n'a pas, après avoir franchi l'étape du Sénat, n'a pas pu être votée par la deuxième chambre que l'Assemblée nationale. Et du coup, cette ordonnance est tombée en caducité. Et entre-temps, le nouveau système de rémunération était déjà rentré en application depuis 2015. Donc, comment vous avez fait à ce moment? Donc, nous avions dû prendre une autre ordonnance pour remplacer l'ordonnance de 2013. Oui. 2015, autant pour moi. Cette ordonnance de 2015 qui a permis que les enseignants du secondaire de l'éducation nationale puissent avoir une nouvelle grille de rémunération. À part la grille principale de tous les agents de l'État, ils ont une grille particulière qui est la grille d'éducation nationale, qui est tout simplement le changement de la PIF, la prime d'incitation à la fonction enseignante. Nous l'avons changé en point d'indice. Donc nous l'avons mis sous forme de grille de rémunération, c'est-à-dire au lieu d'attendre que ça soit payé au petit bonheur de la chance, cette fois-ci c'est payé dans le mois et le même jour, quand vous payez, quand on liquide le salaire, cette PIF est aussi liquidée, mais sous forme de grille de rémunération. Même chose pour les médecins, avec la prime de servitude. Nous avons fait exactement une grille, exactement pour tous les autres corps, les militaires, les magistrats et j'en passe. Donc, cette pluralité de grilles nous a permis de prendre en compte les spécificités de chaque corps, de chaque secteur. Donc, d'où la nécessité de couvrir ces dispositifs par une ordonnance qui est une loi qui modifie la loi qui nous empêchait d'avoir plusieurs grilles, c'est-à-dire le statut général de la fonction publique actuelle. Alors, dans ces conditions, la nouvelle ordonnance prévoit, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exclusivité de l'avancement au mérite. Mais cette exclusivité de l'avancement au mérite repose sur quoi? L'exclusivité n'est pas une chose nouvelle, est déjà dans la loi en 2005. Nous n'avons fait que rappeler ce que disait la loi en 2005. Si nous avons ressorti cela, c'est parce que à côté de l'exclusivité de l'avancement au mérite qui est contenu dans la loi en 2005, il y a un autre dispositif qui est beaucoup plus dur. Ce dispositif, c'est la loi en 2005 qui est actuellement en vigueur, dispose que l'agent de l'État peut être radié de la fonction publique pour insuffisance professionnelle. Pour insuffisance professionnelle. Ça veut dire que si nous vous recrutons, monsieur Mosley, au bout de 6 mois, un an, si on se rend compte que vous ne faites pas l'affaire, on vous licencie. Depuis 2005, c'est dans la loi. C'est dans la loi depuis 2005. Je vais vous donner la lecture du dispositif qui est contenu dans la loi. C'est-à-dire, on peut vous, pour être trivial. On peut vous virer pour insuffisance professionnelle. Mais monsieur le ministre, comment se fait-il que l'administration est aussi incompétente jusqu'à nos jours alors qu'il y a une telle norme dans la loi? Mais la question que vous posez, je serais tenté de répondre en disant que l'administration n'est pas incompétente. Elle n'est pas incompétente parce que le dire, ça veut dire que nous sommes tous des incompétents. Nous ne sommes pas incompétents, sauf qu'il y a des choses, lorsque les lois sont prises, il faudrait qu'il y ait un dispositif de personnes qui fassent la mise en œuvre de la loi. Or, cette mise en œuvre de la loi n'est pas souvent faite. Et c'est justement tout le problème, parce qu'une loi, vous ne pouvez pas prendre des morceaux. Prendre ce qui vous intéresse et laisser ce qui vous dérange. Ça, ce n'est pas normal. Soit vous appliquez la loi dans son intégralité, soit vous l'abrogez et vous la changez. Or, qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque cette loi est rentrée en vigueur, nous sommes allés prendre un dispositif. Premièrement, le passage de l'âge de la retraite de 55 à 60 ans. Là, tout le monde applaudit, la loi était bonne. Nous sommes allés plus loin, parler des émoluments de rémunération. Elle était bonne. Mais lorsqu'il s'est agi de contraintes, vous savez que, moi je parle aux professionnels que vous êtes. La contrepartie de votre salaire que vous percevez chaque fin du mois, c'est ce que nous faisons ici ce matin, le travail. Or, l'État paye après service fait, c'est contenu dans la loi encore une fois. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est une loi de 2005. Donc, dès cet instant, vous comprenez évidemment qu'on ne peut pas appliquer une partie et ne pas laisser l'autre. Et vous savez bien que ça ne vous a échappé personne, que depuis l'alphabet de la formation du dernier gouvernement, le gouvernement de la République a donné à la fonction publique une fonction nouvelle, c'est-à-dire c'est la modernisation de services publics. Ça implique quoi, la modernisation des services publics? Monsieur Dafresh.
Dafresh, je vais vous dire une vérité. Tout ce que nous faisons, nous, agents publics, rentre dans l'offre du service public. Si moi, je suis ministre, c'est parce que les usagers attendent de moi une bonne qualité de service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne la carrière de l'agent de l'État doit être fait avec professionnalisme. Ça veut dire que lorsque un agent veut connaître sa situation, il faudrait que je le fasse avec professionnalisme. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Et vous tous, vous le dites, il ne se passe pas un seul jour lorsque j'écoute ou les médias sans entendre que voilà, les fonctionnaires ne font pas bien leur travail. Oui. Quand nous allons dans les hôpitaux, ils ne sont pas là. Lorsque nous allons dans les écoles, ils ne sont pas là. On va dans leur bureau, ils ne sont pas là. Et même lorsqu'ils sont là, ils nous rabrouent. Et c'est ça la mauvaise qualité du service public. Et vous savez que le service public, d'une manière générale, est non marchand. Mais qui dit non marchand n'est pas dit sans valeur. Ces services publics ont de la valeur. Malheureusement, et vous le savez aussi bien que moi, beaucoup d'entre nous n'avons pas le professionnalisme voulu pour donner au service public, à l'usager, le service qu'il attend de nous. Quand vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas parce que vous voulez aller rendre une visite de courtoisie, vous allez parce que vous êtes malade. Vous attendez à être bien accueilli, bien installé et bien soigné. Lorsque vous avez vos enfants à l'école primaire, au secondaire ou au supérieur, ces enfants doivent avoir la meilleure qualité de l'enseignement. Donc, dès cet instant, c'est ça, c'est en contrepartie de ce travail que nous sommes rémunérés chaque fin du mois, comme vous et moi. Parce que je suis sûr que si vous êtes constamment absent ici, je serais venu ici, je n'aurais pas trouvé Mosley, je ne vous aurais pas trouvé, j'aurais fait demi-tour. Oui. Donc, à partir de ce moment, c'est ce qui se passe dans nos services régulièrement et c'est ce qui est dénoncé par nos usagers. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour faire en sorte... Je pense que l'élément, parce que j'ai essayé de lire un peu en ce qui concerne cette réforme, c'est beaucoup plus le mérite. Hein. C'est ça le véritable problème. Parce qu'on se dit, qui va nous évaluer? Est-ce qu'il est compétent pour m'évaluer? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il a la qualité du manager en Est-ce qu'il va bien me juger? Est-ce qu'il ne voudra pas coucher avec moi? Est-ce que c'est parce qu'on a un problème au quartier qui ne va pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas dans le même... Il y a beaucoup de est-ce qui sont en train de circuler. Et je crois que c'est ça le problème. Je suis très heureux d'entendre ça. Vous ici là, est-ce que vous couchez avec quelqu'un pour être évalué? Non. Est-ce que on vous paye pour être évalué? Mais monsieur le ministre, monsieur le ministre, peut-être que c'est à la lumière aussi d'un échec qu'on a eu à constater il y a quelques temps, la PIP. On a vu comment il y a eu des dérapages. La PIP n'a jamais, je vous le dis, n'a jamais été une construction de la fonction publique. Et ça, je vous le dis. N'a jamais été construite par la fonction publique. Du moins, c'est le gouvernement, une émanation du gouvernement. Quand vous dites cela, est-ce que parce qu'on a eu un échec, qu'on doit s'arrêter à l'échec? L'échec est souvent la mère du succès. Puis qu'est-ce qui vous dit qu'on ne sait pas inspirer des échecs de la PIP pour mieux organiser ce que nous allons faire? Mais c'est quand même un peu curieux. Dès l'instant où nous voulons introduire une innovation, on n'attend même pas que l'innovation se mette en place, qu'on commence à critiquer même la décision qui est prise. Ce qui veut dire qu'on veut qu'on reste sur le starting block, qu'on ne fasse rien. La question est de savoir, êtes-vous content de la qualité du service public aujourd'hui? Répondez-moi, M. Mosley, oui ou non? Moi, je dirais non. Très bien. Dès l'instant où vous me dites non, comment voulez-vous que moi, ministre chargé de la réforme de la qualité du service public, je reste des bras croisés? Que le gouvernement qui m'a donné mission reste des bras croisés? Que le chef de l'État, qui est le garant de la qualité du service public de ces pays, reste des bras croisés? Il faut faire quelque chose. C'est pour cette raison, toute réforme commence par d'abord la réflexion. La réflexion, or nous sommes encore dans la réflexion qu'on nous empêche déjà de réfléchir. Mais dès cet instant, moi, je vous dirais, pourquoi êtes-vous performant, vous, ici, à Urban FM? Pourquoi je me retrouve ici à 9h du matin? C'est parce que, justement, vous êtes performant et je veux parler aux personnes performantes. Et c'est de cela dont il est question. Nous ne sommes pas condamnés à laisser notre fonction publique être au bas des pâquerettes. Et surtout lorsqu'on regarde la qualité des personnes qui composent cette fonction publique. Je ne fais pas dans la langue de bois. Lorsqu'on cherche les plus grands intellos de notre pays, on trouve à plus de 80% dans la fonction publique. Donc, ces personnes méritent qu'on mette en exergue leur qualité, méritent qu'on mette en exergue tout ce qu'ils ont appris pour donner à ces pays. Alors, quel est le déroulé qui doit conduire à évaluer cette performance, à la rendre crédible? Messieurs, le processus que vous allez mettre en place. La première chose que vous devez... Parce que si vous nous suivez depuis plus de 2 ans maintenant, vous aurez compris que nous n'avons pas sorti ça du petit chapeau. La loi déjà parle d'évaluation. Ce n'est pas nous. La loi dit que l'avancement est subordonné à l'évaluation. Ce n'est pas moi. Allez-y lire l'article 74 et suivant.
76, vous allez comprendre qu'on dit est subordonné à l'évaluation. Et on vous dit même de mesurer la performance. La loi parle déjà de mesurer la performance. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon équipe actuelle. Nous ne faisons que appliquer la loi de la République qui n'est pas abrogée. Mais maintenant, vous demandez comment ça va se passer. Comment ça se passe au privé? Il y a des équipes de managers. Nous avons formé des personnes. Depuis 3 ans, vous croyez que nous sommes restés les bras croisés? Nous avons formé des personnes. Au moment où je vous parle, la Banque mondiale est dans nos murs pour nous accompagner dans la mise en œuvre des outils. Parce que ça nous a manqué depuis 60 ans. Nous n'avons pas d'outils de gestion de la ressource humaine. C'est pour cette raison que nous avons des problèmes. Nous n'avons pas mis en place des outils, nous n'avons pas mis en place des processus, encore moins des critères d'évaluation. Or, nous venons de mettre en place des critères d'évaluation. Qui reposent sur quoi? Nous avons des critères qui reposent sur la qualité des structures. Parce que vous ne pouvez pas évaluer un agent. Moi, je suis ici heureux d'être dans un endroit qui est beau, qui est classe. Climatisé. Or, il y a des départements ministériels chez nous où il n'y a même pas une chaise. Un agent ne peut pas donner le meilleur de lui-même dans de telles conditions. Si vous suivez bien la réforme ne s'attaque pas aux agents, mais s'attaque aux structures de l'État. C'est pourquoi nous parlons dans notre constat, nous disons environnement de travail en constante dégradation. Il faut que ça s'arrête. Parce que nous sommes avant tout les agents, si nous devons être jugés, cher ami Mosley, il faudrait que nous ayons des conditions de travail idoines. Il faudrait qu'il y ait au moins des bureaux qui soient propres, des bureaux qui soient climatisés et des conditions de travail qui permettent à l'agent de l'État de donner le meilleur de lui-même. Donc, à partir de ce moment, premier critère, nous avons des critères. L'évaluation va porter non seulement sur les structures, mais aussi sur l'environnement de travail. Il faudrait que nous ayons comme souci premier de mettre en place à la disposition de nos collaborateurs un environnement de travail idoine. Qui dit environnement de travail dit tout ce qui concourt à faire en sorte que ces agents puissent travailler dans de bonnes conditions, M. Mosley. Vous, ici, vous travaillez dans de bonnes conditions. Si vous voulez aller aux toilettes, vous avez des toilettes qui sont propres, qui sont modernes, avec des personnes qui les nettoient. Et après, vous avez la tête rien qu'à votre travail. Comment voulez-vous que nos agents soient dans des conditions exécrables? C'est de cela dont il est question. Les gens n'ont même pas vu ce qui est écrit dans la réforme. Parce que nous sommes en train de nous attaquer à la mise en œuvre des conditions et l'environnement de travail. Maintenant, une fois que cela fait, nous allons évaluer ces conditions et nous allons évaluer la productivité de cet environnement. Et ensuite, nous allons évaluer l'agent qui doit y être. Parce que l'agent, l'évaluation, c'est quoi? L'évaluation, c'est de savoir, parmi 5 agents, c'est qui le meilleur? Parmi 5 agents, qui peut conduire une équipe? Parmi 5 agents, l'évaluation, ce n'est pas pour venir brimer quelqu'un. Il y a des critères, il y a des fiches d'évaluation. Il y a des fiches d'évaluation, ce qu'on appelle la fiche globale, et il y a la fiche spécifique. Parce que chaque administration a ses règles. Mais il y a un point commun, c'est que nous sommes tous régis par le statut de la fonction publique, nous sommes régis par le statut des fonctionnaires, mais à côté de ces statuts, il y a des statuts particuliers du particulier. Donc, dès cet instant, ne nous faites pas ces procès en sorcellerie qui consistent à croire que nous sommes... Monsieur le ministre, quand même, sorcellerie, c'est trop fort. Parlons d'intention. Mais ça a été dit. Monsieur le ministre, vous savez qui sont les personnes qui vous font ce procès? Parce que les gens qui vont futurement rentrer dans la fonction publique, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est pour cette raison que je parle à ces personnes-là pour dire que je parle à des personnes pour dire, avant de faire un procès aux gens, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Prenons le temps de lire. Asseyons-nous, disons, qu'est-ce qui va changer? Pourquoi ça doit changer? Parce que si vous ne vous posez pas ces questions, pourquoi ça doit changer? Personne ne va évoluer. Pourquoi ça doit changer? C'est parce que ça va mal, vous-même vous l'avez dit. Vous ne faites pas confiance. Aujourd'hui, moi, je vous pose une question. Moi, c'est pas la confiance. Je constate qu'il n'y a pas. J'ai confiance à l'administration, mais je vous pose une question. Je reconnais que le service n'est pas de qualité. Vous voyez, mais si vous reconnaissez que le service n'est pas de qualité, donc vous n'avez pas confiance à ces services. Parce que si moi, je n'ai pas confiance à un service médiocre, je ne mettrai pas un sou là-dedans. Moi, je vous pose la question. Monsieur le ministre, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. C'est notre seule administration, c'est notre seul pays. On ira où? On est obligé de se satisfaire de ça. Quand bien même on sait au fond de nous, c'est comme j'étais en train de vous vous rendez compte, ce n'est pas normal. Vous voyez, ça, ce n'est pas du tout honnête. Vous n'êtes pas obligé de vous satisfaire d'une qualité médiocre. Si la qualité est médiocre, nous tous, nous aspirons à la bonne qualité des services publics. Nous envions, quand nous voyageons, nous voyons comment nous sommes traités. Quand on revient chez nous, on se dit pourquoi chez nous on ne fait pas ça? Vous posez cette question, elle est légitime. Pourquoi chez nous, on ne fait pas ça? Pourquoi envions-nous les autres? Et pourtant, c'est le service public aussi. Mais pourquoi chez nous, ce n'est pas la même chose? Dès l'instant où vous avez la responsabilité d'un service comme je l'ai, je ne peux pas laisser les choses
aller à volo. Nous sommes obligés de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces services publics. Pourquoi ne pas moderniser? Pourquoi ne pas changer? Et c'est le temps plus que nous avons la lourde charge de moderniser. On nous dit modernisation des services publics, réforme de l'État. Vous voyez, écoutez, quand on vous dit réforme de l'État, on n'a pas dit réforme seulement d'une administration, on dit réforme de l'État. Ce qui veut dire que la qualité des services publics, elle incombe à tout, doit innerver tous les bons services de l'État, de telle sorte que le Gabonais moyen, le Gabonais lambda, puisse avoir la même qualité de services publics, quel que soit l'endroit où il se trouve. Avec l'ordonnance, qu'est-ce qui change avec l'agent public? Ce qui change avec l'agent public. Oui, monsieur le ministre. Mais c'est clair, ce qui change, c'est que l'agent public va être premièrement mieux suivi, il va être mieux géré. Aujourd'hui, vous-même, vous le savez. Quand on vous dit que ça fait 1 an que j'attends mon texte d'intégration, avec l'ordonnance, nous allons mettre la gestion de proximité. Ça fera en sorte qu'au lieu que l'agent passe du temps à courir derrière son texte, ce sera le service de GRH qui va s'occuper. Je vous informe que nous n'avions jamais eu de service de GRH depuis que la fonction publique existe. Mais ça existe quand même depuis 3 ans. C'est vrai que c'est sous la conduite de votre réforme. Mais ça reste quand même, ça c'est quand même encore décrié. Les gens partent encore de Koulamoutou, de Tchibanga pour venir suivre leur carrière à Libreville avec tous les risques qu'on encourt. Mais monsieur Mosley, vous savez, les habitudes ont la vie dure. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il y a des services de DPRH dans leur province. Est-ce que c'est pas un manque de vulgarisation de votre part? Écoutez, ça peut, je dis pas oui, je dis pas non. Mais la première chose est de savoir, déjà ici à l'estuaire, ici à Libreville, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il y a des DCRH dans les départements ministériels. Est-ce que c'est notre faute, sachant que nous avons vulgarisé longuement en disant que désormais, ne venez plus à la fonction publique, vos ministères ont des DCRH. Est-ce que c'est pas parce qu'aussi dans les ministères, on les renvoie toujours à la fonction publique? Mais vous vous rendez compte que là, ce n'est pas à ces jeux-là. À quoi ça sert de déconcentrer des services si les personnes ne veulent pas aller vers ces services? Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité n'est pas là, la vérité est ailleurs. C'est que les personnes qui préfèrent venir à la fonction publique sont des personnes qui ne mettent jamais les pieds dans leur ministère. Ils ne mettent jamais les pieds dans leur ministère et ils préfèrent passer par-dessus leur ministère et venir à la fonction parce que là-bas, dans le ministère, ils sont pointés absents. Et ils se disent que là-bas, en allant dans les réunions, on leur dit, mais tu travailles où? Où est-ce que tu es? Pourquoi tu n'es pas là? Et là, ça va poser problème. Ils préfèrent venir à la fonction où on ne les connaît pas pour venir poser des problèmes qui sont déjà résolus dans leur ministère. Moi, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, faites le tour. Vous trouvez les DCRH qui vous disent, voilà le fichier de nos agents, voilà ceux qui viennent, voilà ceux qui ne viennent pas. Donc, dès cet instant, moi, je suis toujours surpris de constater que un travail qui se met en place, très peu de personnes suivent ce travail. Mais dès l'instant où il y a un grain de sable, tout le monde va ruer sur les brancards en faisant croire que si le travail qui a été fait est très mauvais et ne sert à rien. S'il vous plaît, qui a déjà construit sans avoir fait une seule faute? Je voudrais qu'on lève le doigt. Et qui dans son service n'a jamais commis une erreur, ne serait-ce que involontairement. Mais le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail de construction. Oui. Nous construisons une nouvelle administration. Nous changeons de paradigme totalement. Avant, tout le monde se réunit vers la fonction publique. C'était facile de dire c'est la faute de la fonction publique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Vous avez posé la question. Premièrement, nous allons faire en sorte que chaque agent, il y ait un parcours professionnel. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de parcours professionnel. Si vous regardez nos agents, un agent peut commencer secrétaire et finir sa carrière après 30 ans comme secrétaire. Où est le parcours professionnel? Aujourd'hui, vous avez des agents qui rentrent avec une connaissance, mais ils n'ont jamais travaillé pour cette connaissance. Et la conséquence est que ces agents ne savent même pas, ne peuvent même pas se situer par rapport aux autres. Donc, tout ça va changer. Nous allons mettre en place des conditions de travail de telle sorte que ces agents, s'ils ne sont pas utiles dans un département, par le truchement de la mobilité, qui puissent changer de département et aller se faire valoir dans un autre département. Automatiquement ou par demande? Mais c'est à la demande. Écoutez, l'administration est écrite. La première règle de l'administration, c'est qu'elle est écrite. On fait des constats. Vous avez votre direction des ressources humaines. Si vous n'êtes plus utile ici parce que vous êtes déjà 4 ou 5, vous pouvez dire, écoutez, il y a une autre chaîne, moi je peux aller travailler ailleurs. Et vous demandez à la DCRH, on donne l'accord et on évalue vos performances et vous y allez. Mais pourquoi ne pas laisser les choses se faire et plutôt contribuer à cette élaboration? Avez-vous déjà vu une réforme où un ministre tourne dans tous les ministères pour expliquer aux autres ministres, pour dire, impliquez-vous
dans la réforme parce que c'est de l'argent public, donc de vous et de moi, dont il est question. En expliquant ce qu'on attend de ces départements ministériels et en disant ce qu'on vous apporte. On vous apporte le carcan de la réforme. Maintenant, c'est à vous de nous donner les spécificités de chacun de vos départements ministériels. Et à dire, parce que, moi je vous prends le cas, un douanier n'est pas, et pourtant il est habillé, mais il n'est pas un agent des eaux et forêts. Tous les deux sont habillés, mais il n'est pas un militaire. Il n'est pas un policier. Donc, même si vous les alignez les trois, les quatre, ils sont en uniforme, mais chaque agent a sa spécificité. Donc, ce qui veut dire que chaque agent doit être géré de façon particulière. Mais cette particularité ne peut être donnée que par le département ministériel dont il relève, c'est-à-dire l'emploi et le métier. Le troisième point que nous allons, qui va changer. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'emploi. Vous sortez de l'école, vous êtes administrateur civil, c'est un corps, mais il n'y a pas d'emploi dedans. Aujourd'hui, quel est l'emploi d'un administrateur civil? Quel est l'emploi à l'intérieur? Nous voulons qu'il y ait des emplois, de telle sorte que les agents progressent dans leur emploi. Aujourd'hui, il faut faire rêver les enfants. Quelqu'un qui est à l'université, qui fait son master en droit, il doit se dire, mais si je rentre dans la fonction publique, qu'est-ce que je peux faire avec mon master en droit international? Il faudrait qu'il sache. L'autre qui va dire, mais moi j'ai fait mon master en économie de développement. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? L'autre, mais or aujourd'hui, si vous y entrez, vous ne savez pas, vous entrez dans un carcan. C'est le master simple. Vous entrez tous, on vous dit, vous êtes tous administrateurs civils ou administrateurs économiques et financiers. Mais quels sont les emplois que je dois occuper en tant qu'administrateur économique et financier? Quel emploi que je dois occuper en tant que diplômé de je ne sais quelle école? Ce sont ces parcours professionnels que nous voulons mettre en place. Ce sont ces emplois que nous voulons mettre. D'où la mise en place des fiches de poste. C'est dans la nouvelle réforme, nous voulons que dans chaque emploi, il y ait non seulement des cadres organiques, mais des fiches de poste et des fiches d'emploi et un répertoire d'emploi. De telle sorte que on sache que dans tel emploi, on a déjà fait le plein, dans tel emploi, il manque. Donc, s'il y a des recrutements à faire, on doit recruter dans tel emploi et pas dans un autre. Or, aujourd'hui, on recrute et par la suite, on se rend compte qu'on a pris des personnes, mais on ne sait pas quoi en faire. Et c'est ça le gros, le problème que vous avez. Et du coup, vous avez des agents qui ne se sentent pas valorisés et ils préfèrent rester à la maison. Monsieur le ministre, vous connaissez bien l'administration, la fonction publique. Qui est hostile à votre réforme? Vous savez, on sait qu'il y a des gens qui sont hostiles à cette réforme. Est-ce que vous les avez identifiés? Mon cher ami, pas personnellement. Mon travail il est tellement prenant. Sincèrement, vous me demandez là de faire un travail qui n'est pas le mien. Ouais. Et c'est à vous justement de faire ce travail, de savoir qui est hostile et pourquoi. Mais selon ce que quelques indiscrétions, et ceux qui sont hostiles, c'est des personnes qui croient que la réforme les menace. Des personnes qui sont aujourd'hui des fonctionnaires pour toucher un salaire et non pas des fonctionnaires pour rendre un service à l'usager. Ils sont nombreux. Il y a des fonctionnaires, ils n'ont que le matricule. Mais monsieur, vous avez fait un audit de la fonction publique. Jusqu'à aujourd'hui, le grand public n'a pas de résultats. Peut-être on aurait pu, ça aurait été l'occasion de virer ces personnes-là. Ou de les on va dire, réaffecter ailleurs. Où ils pourraient être efficients. Monsieur Mosley, nous avons fait l'audit, oui. Mais l'audit, si nous l'appliquons, c'est encore vous qui allez crier que nous n'avons plus d'argent. Et nous sommes en train de virer les gens parce que le Gabon n'a plus d'argent. Vous venez d'anticiper sur une question. Non, justement, c'est ce que vous allez dire. Parce que, écoutez, l'objectif d'un audit n'est pas de virer les gens. L'objectif d'un audit, c'est de corriger, c'est de voir les forces et les faiblesses d'une structure. Et maintenant, les forces, nous devons les renforcer et les faiblesses, nous devons les changer en force. Maintenant, si parmi les solutions ou bien des recommandations, parce que l'audit recommande, parmi les recommandations, si on vous dit il faut virer les gens, là, l'audit va le faire. Mais la question n'est pas là. La question est de se dire, l'audit a été fait, oui. Qu'est-ce qu'on a fait des résultats de l'audit? Mais je peux vous surprendre que ça fait partie de ce que nous sommes en train d'appliquer. Ouais, d'accord. Ça fait partie de ce que nous sommes en train d'appliquer parce que ne croyez pas que nous nous sommes levés et dire que l'administration va mal. Le diagnostic qui a été fait, vous avez suivi vous-même la projection qui a été faite de la vision de la réforme. Qu'avez-vous vu? Vous êtes un témoin vivant. Est-ce que dans cette réforme, dans ce diagnostic, il n'y a pas un audit sans complaisance de notre situation? Est-ce que dans cette étude, il n'y a pas des recommandations fortes qui vont dans le sens de corriger
des problèmes structurels que nous avons aujourd'hui avant de nous attaquer aux problèmes humains. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer aux problèmes humains si les structures sont en déliquescence, si les structures sont en dégradation très avancée. Donc la première question est de savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre administration. Quel est le but que nous visons? Si nous voulons avoir une administration qui est complètement par terre, dans ces cas, nous ne voulons pas être responsables de cette situation. C'est pourquoi nous prenons le taureau par les cornes. Nous faisons en sorte que le chef de l'État nous a dit qu'il veut une administration performante. Il faut vous souvenir, en 2009, il vous a dit qu'il veut une administration de développement. Mais comment peut-on avoir une administration de développement avec des agents qui ne se sentent pas concernés par le développement? Comment peut-on avoir une administration performante avec des agents dont on ne connaît pas les performances? Pour connaître les performances de quelqu'un, il faut l'évaluer, cher ami. Si moi je dois vous comparer à votre collègue, il faut que je vous mette à la performance, que je vous examine, que je sache qui tes points forts, ses points forts, ses points faibles et tes points faibles. Là, je peux le savoir. Mais si je ne le fais pas, je vais être obligé de dire un petit cochon, et je dis, et là où ça tombe, peut-être c'est pas le meilleur. Non, c'est pas ce que nous voulons. Monsieur le ministre, je demande juste un dernier truc. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que ça ne sert à rien en fait de se précipiter, de critiquer une réforme alors qu'on est encore dans la phase de réflexion. Et le discours du président, il parlait véritablement de deadline, Mosley, tu te souviens. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de tout ça, en gros, quand est-ce que les fonctionnaires seront à même de voir ça? Parce qu'il y a beaucoup de chantiers, en fait, dedans. Il y a d'abord dans l'univers du travail, il y a aussi sur les hommes, concrètement. Donc, quelle est la deadline que vous vous êtes fixée dans votre ministère? Dans une réforme, il ne faut jamais fixer une deadline. Les deadlines sont toujours dangereuses parce que si vous ne les atteignez pas, là, vous risquez d'être en porte-en-faux. Il faut éviter. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place un processus. Il faut commencer par un processus. Le processus de la réforme, je vous dis qu'il a commencé depuis... Les premiers résultats, nous avons eu en 2005. Nous avons sorti les lois. Mais depuis 2005, plus rien. Mais l'administration continue à dégringoler, continue à piquer du nez. La question est de savoir que faire face à une telle dégradation. La question est qu'il faut remettre les agents au travail. Mais comment remettre les agents au travail? C'est pourquoi nous avions fait un travail sur l'environnement du travail, les conditions de travail. Si l'environnement du travail n'est pas bon, l'agent, même s'il vient, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et même s'il vient, il viendra rien que pour pointer sa journée et partir. Et l'administration ne gagne pas. Donc, il faut que les agents aient ces sentiments d'appartenance, d'appartenir à une structure pour laquelle ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il y a toutes ces conditions, mais ce travail s'est fait. Malheureusement, on ne voit pas. Tout à l'heure, la question était de savoir quels sont ceux qui ne veulent pas de la réforme. Moi, je crois que tous les Gabonais veulent de la réforme. Tous les Gabonais veulent de la réforme, et surtout les Gabonais qui savent que le service public est un service qui prend l'égalité des chances. Ça, croyez-moi. Le service public, c'est celui qui a fait en sorte qu'on se soit retrouvé à l'université, vous et moi. Le service public, c'est celui qui a fait en sorte que votre enfant, l'enfant du riche et l'enfant du pauvre, se retrouvent dans le même banc. Le service public, c'est le seul qui peut faire en sorte que l'enfant du pauvre puisse rêver demain devenir quelqu'un d'important. Or, si nous continuons avec le service que nous avons aujourd'hui, où nous sommes en train de tracer des sillons, où les riches vont aller dans des écoles, des lycées où les parents peuvent payer, et les autres vont rester dans des écoles où ils n'ont pas le choix. Et la conséquence, c'est laquelle? C'est que demain, nous aurons une société à deux vitesses. Monsieur le ministre, au tout début, on a commencé à parler de quelques éléments liés à la rémunération, qui causent quand même problème aujourd'hui par rapport à la réforme que vous proposez. Notamment, en premier, vous avez décidé de retirer du domaine législatif toutes les dispositions relatives à la rémunération des agents publics et les reléguer au domaine réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, premièrement, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une façon pour l'État de mystifier le fonctionnaire ou d'essayer de faire un chantage au cas où celui-ci viendrait à réclamer souvent dans les mouvements de grève? Monsieur Mosley. Premier aspect. Monsieur Mosley, vous voyez, c'est ça justement le problème. L'autre mal se trouve à ce niveau. C'est quoi la loi? Monsieur le ministre, expression de la volonté générale. Très bien, expression de la volonté générale. Ça veut dire que la loi n'est pas un outil de gestion au quotidien. Vous donnez au gouvernement la charge de gérer l'administration. Mais on ne gère pas l'administration en nous enfermant dans des dispositions de la loi.
La rémunération est du domaine réglementaire. Allez-y lire tous les textes du monde. La rémunération est du domaine du contrat, est du domaine réglementaire. C'est du domaine de l'adhésion. Or, ce n'est pas la loi, c'est le cadre réglementaire. Qui dit cadre réglementaire, c'est un cadre adaptatif qui permet au gouvernement de regarder de combien d'argent ai-je besoin, pour faire quoi et quel est mon axe de développement. Parce que le chef de l'État, il est élu sur la base d'un programme. Ce programme est mis en œuvre par un gouvernement dirigé par un chef du gouvernement et qui donne des feuilles, des lettres de mission à chaque membre du gouvernement. Mais au vu de cela, on se demande avec qui va-t-on effectuer ce travail. C'est avec des agents de l'État. Mais de quelle catégorie? S'il y en a, et s'il n'y en a pas, on va recruter. Et s'il y en a, on va voir si ces personnes permettent de remplir la mission pour laquelle elles sont là. Mais dès cet instant, si nous sommes enfermés dans la loi, nous n'avons pas de marge de manœuvre parce que le gouvernement doit prendre des décisions concernant non seulement l'employabilité, non seulement la mobilité, mais aussi la rémunération. Lorsque vous me enfermez la rémunération dans la loi, vous ne pouvez pas changer un dispositif sans répartir à l'Assemblée. Ah oui, c'est clair. Vous ne pouvez rien changer. Craignez-vous l'Assemblée? Nous ne craignons pas l'Assemblée, mais sauf que l'Assemblée est du domaine de souveraineté. Or, il y a là que le gouvernement et l'Assemblée, les deux se complètent. Mais le gouvernement met en œuvre les politiques et la politique sur la base de laquelle le chef de l'État a été élu. Alors, vous parlez de cadre réglementaire. Si on vient au cadre, est-ce que ça sous-entend que désormais, tout agent public devra signer un contrat avec l'État? Ce n'est pas dit. Nous ne l'avons pas dit. Déjà, le statut des fonctionnaires fait en sorte que ce soit un recrutement par adhésion. Alors, dans ce cas, pourquoi supprimer l'indemnité de service? Mais qu'est-ce que c'est l'indemnité? Service rendu. C'est quoi l'indemnité de service rendu selon vous? Vous de nous le dire, non, justement, c'est moi, puisque quand c'est celui qui allègue un fait qui incombe la preuve. C'est quoi l'indemnité de service rendu? Le service rendu, c'est un dispositif qui est mis en place pour rémunérer un agent qui vient pour ne pas faire carrière. C'est un agent qui vient faire, qui est recruté une tâche. Quand il termine, on lui donne un service rendu. Et d'ailleurs, c'était fait parce que cette loi en 2005 avait prévu le licenciement pour insuffisance professionnelle. Ça voulait dire que désormais, on pouvait licencier un agent de l'État. Dès l'instant où on jugeait que ses performances n'étaient pas à la hauteur, on le licenciait, on lui donnait un service rendu. Et c'était ça, l'objet. Quand on fait carrière et que l'on finit sa vie professionnelle, on a droit à une retraite paisible et on a droit à une pension de retraite. Mais cette introduction subjectif de ces services rendus voulait nous dire que désormais, quand vous allez licencier un agent pour insuffisance professionnelle, vous lui donnez un service rendu. Mais les gens n'ont pas regardé tout ça. Mais mieux, on a mis le service rendu dans la loi alors que le service rendu n'aurait jamais dû être mis dans la loi parce que c'est un dispositif du Code du travail. C'est un dispositif du Code du travail, donc du secteur privé. Or, nous sommes dans la fonction publique. La fonction publique n'a pas vocation à gérer l'agent public comme un agent du privé. D'où le retrait de tout ce qui concerne la rémunération de la loi, parce que la rémunération est du domaine réglementaire, mais en écrivant cette loi, il y a eu des erreurs qui se sont glissées, notamment cet enfermement de la rémunération dans la loi. Monsieur le ministre, à l'adoption de l'ordonnance, est-ce que la suppression de l'indemnité de service aura un effet rétroactif? De 2005 à 2013, le service rendu a été créé. Et il va être payé aux ayants droit. La preuve, c'est que depuis qu'il existe, depuis que la loi existe, on n'a jamais payé. Avez-vous souvenir que l'État a payé un service rendu à un agent par le touchement de la loi? Il faudrait que je connaisse des retraités. Dans ce cas, je vous demande d'aller faire votre enquête. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a été payé. Et n'a été payé sur cette base. Et ce n'est que maintenant que nous prenons le décret. Le décret, parce que vous voyez bien que même si c'est dans la loi, mais on ne peut pas appliquer, il faut passer par le décret. Dernière question, monsieur le ministre, rapidement. Alors, il y a une situation qui quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive. On aimerait que vous nous éditiez là-dessus. Le paiement au 30e. Qu'est-ce que cela implique? En deux, comment, si on en vient au paiement au 30e, qui, selon les explications qu'on a pu avoir, renvoie à ce qu'on puisse payer l'agent en fonction du
du nombre de jours de travail effectués, comment pourrait-on parvenir à payer, par exemple, un enseignant en période de grandes vacances? Vous savez, Mosley, vous savez... Monsieur le ministre, c'est un enseignant. Vraiment, c'est un enseignant. Ça, je l'ai compris là sur quoi. Non, vous voyez, le paiement au 30e, ce n'est rien d'autre que payer l'argent en fonction de son rendement. Le 30e, ici, j'ai entendu beaucoup de choses disant non, désormais, les gens vont être payés le 30. Bon, ça n'engage qu'à ces personnes-là, mais nous payerons tout le 25. Et pour certaines banques, on paye même le 23. Donc, ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, nous le disons et nous le soutenons. Monsieur Mosley, si vous êtes en face de moi, si vous êtes ici, et si vous êtes payé à la fin du mois, c'est parce que vous travaillez tous les jours, n'est-ce pas? Malheureusement, et vous le savez, nous avons des agents de l'État qui ne mettent jamais le pied au travail, quel que soit le motif. Quel que soit le motif, ils ne mettent pas le pied au travail, mais ils sont payés tous les mois. Ils sont payés tous les mois. Or, vous-même, vous le dénoncez. Je vous ai dit à écouter. Comptez-moi ce que vous dites, moi je vous écoute. C'est tous ces agents de l'État, ces fonctionnaires qui ne travaillent jamais. Mais pourquoi sont-ils payés? Vous le dites, vous l'avez déjà dit sur ces mêmes ondes. Et vous le dénoncez. Même pour une fois, l'État dit, appliquons le principe de payer après service fait. C'est pourquoi nous sommes tous engagés, vous et moi. C'est de faire en sorte que la semaine a 7 jours. Dans la semaine, il y a 2 jours qui sont des jours non ouvrables. Et lorsqu'on travaille ces jours-là, on doit être payé particulièrement. Mais de lundi à vendredi, nous devons ces jours-là à l'État qui nous paye. Nous devons ces jours-là à notre employeur. Vous avez sûrement une ménagère à la maison. Parce que vous ne pouvez pas être ici et être à la maison. Votre ménagère, vous la payez lorsqu'elle ne vient pas travailler? Je n'en ai pas, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, je suis sûr que... Voilà, merci mademoiselle. Vous avez une ménagère, vous ne la payez pas quand elle ne vient pas travailler. Non. Pourquoi vous ne la payez pas? Parce qu'elle n'a pas travaillé. Ah non, vous devez payer. Non. Mais si, vous devez payer même lorsqu'elle ne travaille pas. C'est impossible, monsieur le ministre. Non, c'est possible, puisque c'est ce que vous demandez à l'État de faire. Et si c'est l'État lui-même qui s'est engagé sur cette voie? Quand l'État a commencé à faire ça, pourquoi voulez-vous que l'État se soit engagé sur ce domaine? C'est parce que l'État a longtemps fait ça. Et du coup, aujourd'hui, comme ça on décide de l'arrêter... Mademoiselle, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui voudrait qu'on lui fasse mal tout le temps? Non. Très bien, pourquoi voulez-vous que l'État accepte? L'État, c'est vous et moi. Et pourquoi vous vous plaignez lorsque vous allez dans les hôpitaux, vous ne trouvez pas des médecins? Et vous dites que voilà, ces médecins qui ne sont jamais là, ils sont tous en clinique. C'est quoi cette histoire? Vous le dites, n'est-ce pas? Et vous l'avez déjà dit sur ces ondes, n'est-ce pas? Et pourquoi vous n'êtes pas content que ces personnes-là, pour une fois, on leur dise, comme vous n'êtes pas à votre poste de travail, les jours où vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas payé. Écoutez, ce n'est pas une révolution, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Ce n'est pas nous, encore une fois. Cette loi existe depuis au moins 30 ans. Si aujourd'hui, le fait qu'on ne l'ait jamais appliqué ne veut pas dire que la loi n'existe pas. Écoutez, brûlez le fer rouge tous les jours. Vous pouvez prendre l'habitude de brûler le fer rouge. Mais le jour où on va vous attraper, où le policier va vous arrêter, parce que vous avez brûlé le fer rouge, vous allez lui dire non, mais si j'ai l'habitude de brûler le fer rouge. Non. Très bien, pourquoi? Parce qu'on violait une loi. Très bien, c'est exactement ce qui se passe, cher ami. Mais pourquoi voulez-vous continuer à brûler le fer rouge? Continuez jusqu'à ce que vous allez tuer quelqu'un. Donc, ici, c'est la même chose. Nous avions peut-être été larges depuis un certain temps, mais pour une fois, le propriétaire de l'administration dit, s'il vous plaît, nous devons être performants. Ce propriétaire s'appelle État. L'État nous dit, donnez-moi ce que je vous donne. Je vous paye chaque fin du mois, c'est à contrepartie du service fait. Mais comme vous ne faites pas le service, mais ne m'obligez plus à vous payer les jours où vous ne travaillez pas. C'est aussi simple que ça, s'il vous plaît. Si déjà vous le privé, vous ne comprenez pas ça. Si vous, à la maison, vous ne comprenez pas, vous me dites que vous ne pouvez pas payer votre ménagère, qui va manquer une semaine, parce qu'elle va vous dire non, j'ai eu un deuil au village, j'ai perdu ma soeur, j'ai eu un problème au ventre et tout ça. Voilà pourquoi depuis 2 semaines, je ne viens pas, madame, vous me devez un mois de salaire. Il va falloir couper 6 mois de salaire, n'est-ce pas? Mais monsieur le ministre, quand même, connaître à combien s'élève la journée de travail à la fonction publique? Quel est le montant d'une journée de travail? Vous êtes sûr que nous sommes aussi nuls que ça, qu'on le sait, on ne le sait pas? Mais il faut que les agents publics le sachent. Monsieur Mosley, quand même, là, vous nous insultez, là. Pas vous. Mais comment calculons-nous le salaire? Je ne peux pas avoir cette prétention, monsieur le ministre. Non, là, c'est vraiment grave. Comment calculons-nous le salaire mensuel? L'agent public ne le sait pas. Je parle au nom de l'agent public. L'agent public doit le savoir. Parce qu'il a des grilles de rémunération sous les yeux. Il a des grilles et s'il ne les a pas, il doit les chercher. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que s'ils attaquent ça, c'est qu'ils savent aussi autre chose.
s'il vous plaît, ne nous faites pas croire que nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous savons bien, c'est nous qui avons conçu la rémunération. C'est nous. Quand je dis nous, c'est nous, gouvernement. C'est nous qui la calculons tous les mois. C'est nous qui faisons des virements tous les mois. C'est nous qui faisons toutes les modifications. Vous croyez que ces professionnels qui font cette solde depuis des années ne savent pas quels sont les éléments de rémunération à toucher? Non, monsieur Mosley. Monsieur le ministre, nous savons. C'est la dernière question. C'était la dernière question. Dernière question. Non, s'il te plaît, rapidement. Merci. Le deuxième volet n'a pas été répondu. Le deuxième volet, comment on paye un enseignant en période de vacances? Voilà. Mais c'est les conventions, cher ami. Comment vous payez-on pendant que vous êtes en congé? Vous avez droit à des congés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Normalement. Je n'y avais pas pensé. Non. Est-ce que les enseignants prennent des congés? Je ne sais pas. Ils ont droit aux congés. Et en dehors des vacances. Dans leur corporation, ils ont droit à le mois de vacances. Ils ont ce qu'on appelle les suggestions des services. Et lorsqu'ils n'ont pas ces suggestions, ils sont libres et l'État s'engage à payer comme s'il travaillait. Parce que même lorsque l'enseignant est en vacances, il est censé faire des recherches pour organiser sa connaissance et organiser l'année suivante. Donc, même lorsqu'il est en vacances, il n'est pas en vacances. Il est en train de travailler. Et c'est ça la particularité des corps de la fonction publique. Donc, c'est pourquoi, lorsque l'enseignant est en congé, il a son congé et le congé est protégé par des lois et règlements. Et sa position d'enseignant fait en sorte qu'il soit toujours mobilisable par l'administration. Quand bien même il soit en congé, on peut demander à l'enseignant de revenir. C'est pourquoi il continue à être payé. Et ça, c'est dans les conventions. Et ça, c'est dans les statuts particuliers de ces corps. Merci. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça ne changera jamais. Merci, monsieur le ministre. Il est convaincu. En tout cas, je l'espère pour lui. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. En tout cas, c'est moi qui suis très heureux d'avoir passé ces bons moments à votre compagnie et surtout d'avoir éclairé l'opinion de nos compatriotes qui, à raison, ont des appréhensions sur les réformes parce que la réforme, c'est souvent un saut vers l'inconnu, mais nous ne sautons pas sans parachute. Nous sautons avec des parachutes et avec tout le dispositif qu'il faut. Personne ne sera lésé par la réforme. Au contraire, nous voulons que notre administration devienne une administration performante, une administration de qualité, une administration où chaque personne, du plus faible au plus fort au plus faible, puisse trouver une réponse aux problèmes qui sont posés. Ce qui est mauvais, c'est qu'on ait une administration qui devienne aveugles et qui deviennent sourdes aux récriminations et surtout aux cris de détresse que lancent nos usagers. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous devons nous adapter à notre environnement. Nous devons changer catégoriquement notre façon de faire des choses pour faire en sorte que l'usager du service public puisse avoir le meilleur service qui soit. C'est possible, c'est dans nos cordes. Ça ne dépend que de nous-mêmes à changer des choses. Et je reste convaincu que ce n'est pas une affaire d'une seule administration, ni une affaire d'un ministre, ni une affaire d'un directeur général. C'est une affaire, un engagement vraiment de tous les Gabonais. Et c'est ce que le chef de l'État nous demande. Le chef de l'État veut une administration performante. Quand il le dit, il connaît son peuple, il connaît la capacité de chacun d'entre nous. Il connaît ce qu'il y a comme qualité, ce qu'il y a comme ressources dans notre administration. Comment pouvez-vous croire un seul instant qu'il puisse se tromper sur le qualificatif de chacun d'entre nous? Il le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi il nous dit, mettez en œuvre tous les outils dont vous disposez. Et s'il n'y en a pas, créez de nouveaux outils. Faites en sorte que ces agents soient les meilleurs possibles pour que notre administration puisse rester debout et puisse être compétitif et rentrer de plein pied dans l'émergence que nous souhaitons tous et nous appelons tous de tous nos voeux. Merci Mosley. C'était... Nous étions avec M. Jean-Marie Ogandaga, qui est ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État. Merci, restez connectés sur les 104.5, on revient avec le tirage au sort. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Dapres Morning. Artiste de spoken word, poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre, passionné par le game du partage et par la chaleur verbale d'une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam.
Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? Urban FM 107.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm